En belle boutique fleur, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air, sans compter un bon petit plancher puis. À un pays comme ça, c'est le bagaille pour dire, c'est en paradis. Grand bambou penché, flûte en bas man là, l'alica clairé, la mer toujours blé, soleil café. Monsieur Marcelin Nadeau, 2004, vous êtes élu conseiller général. 2008, maire. 2012, vous décidez de lancer des recherches pour un label sur ce qu'on pourrait appeler viande pays. Donc vous allez exactement à côté des sentiers battus. Pourquoi? Comment? Alors effectivement, je crois que nous avons, au niveau de notre agriculture, besoin d'une agriculture à forte valeur ajoutée. Et il me semble que rester dans la routine des monocultures, qu'elles soient d'ailleurs d'exportation ou destinées au marché local, ne semble pas être la solution dans une époque où effectivement le consommateur devient exigeant. Il demande de la qualité, à la fois sanitaire, mais aussi de la qualité gustative. Et il se trouve que nous avons quelques habitudes et une tradition gastronomique et culinaire. Donc au Prêcheur, nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi ne pas partir de cette tradition-là de manière à offrir aux consommateurs des produits différents, de qualité, et qui en même temps créent une dynamique économique dans l'intérêt évidemment de nos producteurs. C'est pour cette raison que nous avons d'ailleurs, s'agissant de la pêche, essayé de relancer ce qu'on appelle le bouilleton, les viscères de thon cuisinés, et qui commence à être connu en Martinique, et à s'étendre d'ailleurs, parce que d'autres communes semblent reprendre l'idée, mais enfin nous tenons bon en Prêcheur autour de ce concept. Et puis de l'autre côté, il y a aussi la viande, et parmi ces viandes, il y a la viande de cochon, qui est un cochon sauvage, hérité de l'histoire, mais qui en même temps présente les qualités, puisqu'il s'agit bien d'une race espagnole, donc qui présente des qualités gustatives. Et de par son caractère sauvage, il y a aussi une valeur ajoutée au niveau du goût, parce qu'il s'agit de la viande qui s'apparente à du gibier, mais de la viande qui reste d'excellente qualité, puisque c'est un cochon, comme dirait un ami, qui fait du sport. Oui, mais alors c'est là, c'est le caractère patrimonial de la chose. C'est-à-dire que, en quelque part, vous revendiquez l'héritage des boucaniers. Oui, nous vous revendiquons l'héritage des boucaniers, comme tous les héritages. Mais en tout cas, je crois que c'est l'idée de transmission qui est à la mode, n'est-ce pas? C'est un élément que nous avons trouvé, et nous croyons effectivement qu'il n'y a pas de développement économique possible sans fonds culturels. Et je crois que pour développer une dynamique économique, il faut savoir, c'est ce que font des pays qui ont très bien réussi économiquement, je pense singulièrement au Japon, savoir puiser dans notre fonds culturel de manière à proposer des produits différents. Pourquoi? Parce que, vous savez, l'industrialisation, la massification, la standardisation des produits font qu'aujourd'hui, effectivement, les gens sont pris dans une sorte de routine et ils ont besoin de différence. Et je crois que le développement, si on le veut durable, et aussi, comme on l'a dit, c'est un bien grand mot, enfin, osons-le, culturellement diversel. Et il faut, au niveau aussi de la production économique, parce qu'on tente à dire que la culture est une chose et l'économie une autre. C'est pas vrai. Le secteur de la culture est un secteur économique important, c'est vrai, mais la culture inspire, traverse, je veux dire, inonde aussi, en quelque part, l'économie. Il faut s'appuyer sur des valeurs culturelles, il faut s'appuyer sur un fonds culturel pour impulser une dynamique de développement. En l'état, c'est la gastronomie. C'est-à-dire que c'est un élément du patrimoine. Voilà, c'est l'élément du patrimoine, et vous n'allez pas par quatre chemins, c'est la gastronomie de chasse, de la venaison, c'est quelque chose qu'on n'avait jusqu'alors jamais tenté aux Antilles françaises, tout au moins. Puisque le cochon dont vous parlez, des Pyrénées, c'est le pata negra. Oui, c'est ça. C'est le pata negra, le fameux pata negra espagnol qui offre la viande de qualité et les charcuteries que l'on peut... Alors oui, mais vous dites espagnol, mais c'est des Pyrénées. Oui. C'est-à-dire que
là, j'ai recherché rapidement, là, comme ça, et j'ai vu que, bon, Pyrénées, mais aussi les Basques utilisent. Oui, les Basques ont, d'après ce que j'ai compris, une race de porc basque qui correspond à près de 70% du capital génétique du porc, ouais. Et les Espagnols. Et peut-être que c'est une variante, etc., il y a peut-être des ressemblances, mais sommes-nous plutôt basques? Non, ça dit que le pata negra serait plutôt la race espagnole. Donc le Bellota. Tout à fait. Pour ceux qui nous regardent, bon, on est en train de parler de pata negra, ça veut dire pâte noire, machin. Oui, bon, c'est du chinois ou de l'espagnol. Le Bellota, c'est le jambon tiré de ce cochon pata negra, vaut quelque chose comme 120 € le kilo. C'est ça. Bon, on appelle ça le caviar de la charcuterie. Absolument. Alors, la Martinique aurait, depuis 300 ans, 400 ans, au moins les premiers temps de la colonisation européenne, voilà, un trésor inexploité. Oui, c'est-à-dire qu'il a fallu aussi que la tradition s'installe, que les habitudes s'installent et que l'espèce aussi s'installe dans un écosystème, parce que ce n'est pas une espèce endémique dans nos écosystèmes. Donc c'est une espèce qui s'est installée, qui a des fois aussi des impacts pas très positifs sur l'écosystème, mais qui vit là. Alors, et je crois que qui est épousé donc la forêt humide que l'on trouve donc dans le domaine, dans la zone de l'Apelé entre Prêcheurs et Grand-Rivière. Et je crois qu'il est intéressant de faire cette relation entre notre environnement naturel, encore que le mot environnement pour désigner la nature n'est pas toujours bien désigné, donc notre nature fondamentalement, celle qui nous est propre, et puis nos traditions, parce que vous parliez de gastronomie, tu parlais de gastronomie tout à l'heure, la gastronomie est un élément de notre patrimoine immatériel, et je crois qu'il faut aussi valoriser cette gastronomie, parce qu'elle fonde notre différence. Quand un visiteur vient, quel qu'il soit, il ne vient pas pour retrouver ces hypermarchés de la banlieue parisienne, de la banlieue de Londres ou de je ne sais où. Il vient avant tout pour trouver une différence culturelle. Et je crois que si nous annihilons, si nous faisons disparaître notre essence, notre différence, on ne sera pas, comme l'on dit entre guillemets, c'est pas un mot que j'aime bien, mais on ne sera pas compétitif sur le plan touristique, parce que le visiteur, il vient trouver l'altérité, il vient rechercher la différence, donc il faut pouvoir lui offrir. Mais vous admettrez avec moi que, pour une fois, on en a fini avec le triptyque Accra, Boudin, Tiponche. Enfin, c'est pas mauvais. Vous savez, non, mais d'accord. Je me souviens, j'ai vécu longtemps dans l'émigration, n'est-ce pas? Et on parlait souvent des fameux balles-boudins. Ce sont des éléments aussi de notre patrimoine culturel, mais qui sont déjà largement éprouvés. Non. Donc il faut offrir des produits différents. Voilà, c'est par le haut qu'on arrive, le caviar, de machin, le Bellota. Alors, est-ce que vous avez... Alors, on va un petit peu avancer. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a un autre élément intéressant. Et je me souviendrai toujours, et ça m'avait marqué. Vous savez, Jean Gosselin qui présentait les pièces de Molière et qui venait souvent en Martinique, notamment dans le cadre des activités du CMAC. Une fois, il avait eu l'heureuse idée, pour un festival d'ailleurs de Fort-de-France à l'époque, de venir avec une troupe qui était composée de comédiens haïtiens. Et ses amis haïtiens étaient venus nous visiter aux Prêcheurs, avec Coco René Courail à l'époque. Et il m'avait dit quelque chose qui m'avait marqué, j'étais tout jeune. Il m'avait dit, ce qui nous frappe avec ce pays, c'est, en dépit de son exiguïté, c'est la diversité des paysages, la diversité des... Enfin bref, il y avait une réalité. Et cette diversité, elle est réelle. Il faut que dans ce pays qui est la Martinique, qu'on apprenne justement à faire de cette diversité une force parce qu'elle en est une. Et quand on va aux Prêcheurs et qu'on voit des choses un peu différentes de ce qu'on peut trouver à Sainte-Anne au Marin, je crois que c'est un point fort pour nous, parce que nous pouvons proposer à nos visiteurs, nous pouvons proposer à nos clients, entre guillemets, eh bien, la diversité de nos produits, la diversité de nos terroirs, la diversité de cette culture qui en elle-même est une culture, mais déjà diverselle. Je crois que c'est une richesse extraordinaire. Et il faut... J'étais toujours... vous connaissez mes convictions, mais j'étais toujours un petit peu... J'avais toujours une divergence avec ceux de mes amis qui disaient qu'on avait un plat national. Non, c'était le lambi. Comme par hasard, le lambi, on n'en mange pas beaucoup aux Prêcheurs. Bon, on en mange un peu, comme partout en Martinique. Mais le plat que nous connaissons, avec lequel nous sommes habitués, ou les plats, c'est par exemple le bouilleton, c'est par exemple le cochon sauvage. Et je crois que cultiver la diversité des terroirs et des produits sur un territoire comme le nôtre
est une richesse extraordinaire pour ce pays, au regard notamment de son développement économique. Alors, dites-moi, pourquoi est-ce qu'on a mis tant de temps à découvrir la spécificité et la richesse de ces viandes bois? Oui, parce qu'on est aujourd'hui, vous savez, il y a toujours le contexte aussi, en fait. Pendant très longtemps, on nous a présenté comme les modèles de développement un petit peu que l'on connaît, le tourisme de masse, le tourisme essentiellement balnéaire, les grands complexes hôteliers, une certaine forme d'alimentation, une certaine forme de production agricole basée sur le productivisme, etc. Aujourd'hui, on est dans un contexte international où le système dominant est à bout de souffle, où les gens de par le monde cherchent des alternatives, cherchent d'autres perspectives, cherchent des modèles différents du modèle ou des modèles dominants. Et ça vaut pour le tourisme, ça vaut pour l'agriculture, ça vaut pour l'ensemble des problématiques sociales et ça vaut aussi pour le développement économique. Et c'est pour ça que nous disons, et nous croyons aux prêcheurs, que ce qui pouvait être présenté comme notre faiblesse, je veux dire, on en parlait souvent de retard de développement s'agissant de nos Caraïbes, eh bien ce soi-disant retard de développement peut être pour nous une force extraordinaire parce que nous offrons au pays Martinique eh bien, la possibilité de développer une autre forme de tourisme qui attire, vous savez, il y a eu des études très pointues sur les habitudes de consommation et c'est le fameux culturel créatif. Celui qui a un bon pouvoir d'achat et qui recherche des produits labellisés, qui recherche des produits qui respectent l'environnement, qui respectent un minimum de droits sociaux, etc. Bref, nous tombons dans un contexte à la fois économique, politique, géopolitique, où justement les formes alternatives de production et de consommation eh bien, sont à la mode. Eh bien, il faudrait qu'on en profite et qu'on fasse de cet élément-là un levier intéressant de développement. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu tout seul dans votre démarche? Parce que c'est un petit peu novateur, là. Non, vous avez décidé d'être le pionnier Non, pas du tout. Je crois que nous sommes de plus en plus nombreux en Martinique à penser comme cela. Bon, il y a d'autres, si je fais référence notamment à mon ami Garcin Malsa, qui a, dans un contexte où justement il y a des pressions pour une forme donnée de tourisme, il a résisté, il a tenu bon, et il a démontré qu'il avait raison en quelque part. Et puis il y a de plus en plus de gens, je vois dans le Nord, je vois à travers ce qui se développe au niveau de la communauté des communes du Nord de la Martinique, tout ce que nous faisons, des gens de plus en plus. Alors il y a des gens qui sont arc-boutés à ce vieux modèle, ça c'est une évidence, il y en a trop d'ailleurs, mais il y a aussi des gens qui optent pour un système différent, d'autres modalités, d'autres modes de production, et je suis persuadé que ces gens-là, avec moi, parce que je ne suis pas seul, je n'ai pas cette prétention non plus, nous avons raison, et chaque jour qui passe, par rapport aux problématiques environnementales, par rapport aux problématiques économiques, par rapport aux problématiques sociales, par rapport aussi à l'appauvrissement culturel du monde, à travers cette uniformisation, chaque jour qui passe nous donne raison. Alors, mais revenons un petit peu à cet héritage boucanier. Ces cochons sauvages. Donc maintenant, nous savons que nous avons la race Belliota. Oui. Bon, la race Pata Negra, d'où d'où on peut tirer le Belliota, ce jambon. Tout à fait. Ça peut être créateur d'industrie aux prêcheurs, de charcuterie. Attends, les Espagnols, ils font un jambon, hein? Ils font un jambon à 120 € le kilo, et nous, aux prêcheurs, on va vendre des ragoûts de porc à 20 € le kilo. C'est pas sérieux, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait, à mon avis, le plat de cochon sauvage, tel qu'il est présenté, parce qu'il y a des restaurants qui le cuisinent bien. Oui, il faut le labelliser. Mais en fait, sur la charcuterie elle-même, c'est vrai que je suis allé récemment à La Réunion et j'ai vu que La Réunion avait une tradition en matière de charcuterie. Ce que nous n'avons pas vraiment, il y a quelques embryons. Enfin, le boudin, c'est de la charcuterie. Non. Les anciens se souviennent qu'au Morne Rouge, il y avait les saucisses du Morne Rouge. Oui, quelques expériences. Mais en fait, on n'a pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on aille voir un petit peu comment. Parce que l'une des personnes qui m'a très sensibilisé, je parlais de feu Monsieur Descotes, qui avait la propriété de l'habitation, à cette valeur qui était le cochon sauvage, il me
il faisait souvent référence à la charcuterie espagnole, mais il émettait aussitôt des réserves pour dire que les conditions climatiques n'étaient peut-être pas réunies totalement. Donc il faut peut-être aller voir, notamment à La Réunion, où il y a une tradition, dans un pays tropical où il y a une tradition de charcuterie, voir justement quelles sont les conditions de production. Mais je crois effectivement qu'il faut explorer cette possibilité-là, commencer par valoriser un produit qui est de très bonne qualité gustative, voir comment on passe tout de suite à un système d'élevage forcément semi-liberté. Quand on parle du cochon pyrénéen, qu'il soit basque ou espagnol, effectivement, les Basques comme les Espagnols ont développé une tradition de l'élevage en semi-liberté. Il y a une expérience qui est aujourd'hui, je crois, menée en Martinique au Vauclin. Mais je crois qu'il faut aller vers ce type d'élevage en semi-liberté, du patané gras qui existe aujourd'hui aux prêcheurs, et voir déjà le valoriser, le commercialiser, ne serait-ce que dans nos restaurants, dans des conditions sanitaires requises, et puis envisager par la suite, c'est un gibier, en tant que gibier, mais comme tu le disais fort bien, on peut envisager après de le transformer en produit du secteur de la charcuterie, pourquoi pas. Mais oui, c'est la charcuterie, parce que moi, bon, là, bon, excuse-moi de... Il y a quelque chose qui m'étonne. On va à La Réunion, aux Antipodes, pour savoir comment est-ce qu'on fait du jambon. Mais en Martinique, nous avons notre jambon. Non, le jambon de Noël, c'est un jambon importé. Non, mais d'accord. Alors, imaginons qu'on n'importe pas ce jambon et qu'on le fasse chez nous. Oui, très bien. Est-ce que nous sommes assez... Mais pas comme le fait une certaine société connue où on va importer. Non. Parce qu'il y a toujours... Effectivement, mais c'est vous qui êtes les pionniers. Tout à fait. Alors pourquoi est-ce que vous ne voulez pas carrément vous lancer et faire le jambon de Noël ou machin, oui, c'est-à-dire qu'on peut envisager une tradition. Mais de qualité, oui. C'est-à-dire le caviar de jambon de Noël, fait en Martinique, oui, avec le patané gras. Tout à fait. Ça pourrait être intéressant. Mais il n'y a pas besoin d'aller à La Réunion pour ça. Hein. Non, mais oui. C'est la même tout de suite. Mais c'est sur la formation, le type de produit qu'ils envisagent avec des conditions climatiques un peu identiques. Hein. C'est de ça que je parlais. Il ne s'agit pas de copier systématiquement, mais de voir un petit peu les techniques. C'est un transfert de technologie, c'est tout. Maintenant, ce transfert de technologie peut s'appuyer sur une tradition. Moi, je crois que, mais vous savez, je suis de nature pragmatique. J'aime prendre le temps de voir mûrir les choses. Et c'est pour ça que je dis, commençons par régler le problème de l'élevage, d'une consommation dans des conditions sanitaires requises, d'une valorisation du produit, et puis progressivement, eh bien, on évoluera vers cette possibilité de transformation en produit de la charcuterie. Effectivement, ces viandes bois. Oui. Est-ce qu'on a fait un recensement? Est-ce qu'on sait a priori combien il y a de cochons sauvages? Parce qu'il y a aussi des cabriches sauvages, il y a aussi des bœufs sauvages. Alors non, chez nous il n'y a pas de bœufs. On va parler justement de cette tradition, du fait que c'est les colons qui à leur arrivée européens ont lâché des bêtes. Bon, il se trouve peut-être des bœufs sauvages dans d'autres pays de la Caraïbe. Chez nous en tout cas nous avons le cochon sauvage et le cabri. Bon, le cabri je ne suis pas sûr qu'il soit que nous en héritions de cet élément de l'histoire, mais en tout cas le cochon c'est le cas. Donc c'est le cas, et je crois effectivement que l'autre aspect du cochon à travers cette valorisation, c'est reprendre aussi ces éléments de l'histoire. Je pense que ça peut être un excellent travail où nous sommes en totale transversalité. Il s'agit de partir d'un élément de notre patrimoine gastronomique et d'en faire aussi justement une sorte d'histoire, de trame historique, avec aussi une valorisation d'un élément de notre patrimoine gastronomique, d'un élément de notre culture, en relation avec notre forêt, bref. C'est vrai qu'il y a tout un projet qu'on peut développer là, à partir de la gastronomie. On peut aller vers un véritable projet transversal et de donner là justement à voir aux Martiniquais d'une part et puis aux visiteurs d'autre part, et créer là un produit touristique, un produit d'appel touristique qui pourrait, on cherche à faire ça, renforcer l'attractivité de notre territoire. Alors donc nous sommes au début d'un grand chemin. Oui, nous ne sommes qu'au début, au tout début. Au tout début. Oui, pourquoi le tout début? Parce que en visitant le prêcheur, Yannick et moi, nous nous sommes rendus compte que les restaurateurs de cette commune servent, ils font un peu comme Molière, ils servent du cochon sauvage, mais ils ne nomment pas ce cochon sauvage.
Ils ont honte du cochon sauvage ou quoi? Non, pas du tout. Je crois qu'ils en sont fiers, parce qu'on leur a appris à être fiers de ce que les anciens nous ont légué, de ce que les anciens ont transmis, de cette transmission de savoir-faire, parce que savoir cuisiner un cochon en boyauton, c'est un savoir-faire qu'il faut valoriser. Nous avons des savoir-faire. Nous avons dans notre tradition des savoir-faire. Il ne s'agit pas d'arrêter le temps à travers la tradition, mais il s'agit de reprendre ces éléments de notre tradition, de notre patrimoine, pour les valoriser. Et je crois que c'est ça. Ils sont fiers de ça. Maintenant, ils savent aussi, et ils sont des restaurateurs, ils connaissent bien les conditions sanitaires, etc. Et c'est pour ça qu'ils prennent les précautions qu'il faut. Et c'est pour ça et on a décidé d'ailleurs avec l'association, parce que les acteurs préchotins sont organisés. Il y a une association qui s'est montée. C'est le groupement des acteurs économiques préchotins qui s'est créé, et qui compte beaucoup de restaurateurs parmi ces acteurs économiques, et qui sont en train de faire une démarche auprès donc, des services compétents de l'État pour pouvoir garantir aux consommateurs la qualité, en tout cas sanitaire, de cette viande. Alors sur le nombre de... Tu avais évoqué effectivement... Alors il n'y a jamais eu, en fait, à ma connaissance, un inventaire précis du nombre... mais il y a eu, au moment de la grippe porcine, il y a eu, pour des raisons sanitaires, l'inventaire a été fait à ce moment-là. Alors ils avaient dénombré... oui, près de milliers de bêtes quand même, donc sur l'ensemble du domaine. Bon, maintenant on ne connaît pas, ça fait très longtemps déjà, ça fait déjà près de 10 ans, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de chasseurs. Maintenant c'est une bête qui résiste bien, y compris, paraît-il, aux piqûres de serpents, et il semblerait que, alors je ne sais pas si c'est un point fort pour l'équilibre de l'écosystème, mais c'est c'est le seul prédateur qu'est le serpent, le fameux serpent fer de lance que nous avons, puisque le cochon est prémuni contre les piqûres de serpent, et très souvent ils vont manger des petits serpents dans les nids, donc ils régulent un petit peu la population des serpents. Maintenant, bon, ils ont d'autres impacts peut-être plus négatifs, des négativités. Oui, par exemple chez les agriculteurs, ils vont régulièrement labourer. Oui, chez certains agriculteurs, ils sont effectivement... C'est insupportable, ils font ça la nuit. Tout à fait, mais par contre, ça aurait été intéressant, parce que très souvent, bon, c'est très intéressant quand même, c'est important, que par rapport à la nécessité de préserver la biodiversité, il y a un inventaire qui est fait des espèces, mais c'est plus souvent les espèces, on va dire, endémiques, moins les espèces invasives, quoi. Et je crois que ça aurait été intéressant qu'il y ait une étude très précise qui soit faite sur le cochon sauvage dans tous ses aspects, voir son impact sur l'écosystème, voir ses habitudes, voir aussi la possibilité de le chasser, dans quelles conditions, enfin bref. Je crois qu'il y a une étude intéressante à faire qui nous permettrait, qui contribuerait à cette valorisation que nous souhaitons. Comme je le disais, nous sommes au début d'un grand chemin. Oui, tout à fait, il y a beaucoup à faire. Le label viande bois. Oui, alors le label viande bois, ça aurait été intéressant, c'est une bonne idée. Puisque je crois je disais tout à l'heure, je parlais des habitudes de consommation qui sont nouvelles, chez des gens qui de plus en plus cherchent des garanties à travers la qualité des produits et des garanties aussi de sécurité à travers les produits. Et de plus en plus, ces gens-là sont demandeurs de labels. Et très souvent, quand on parle de labels, on voit tout de suite les grands labels connus en Europe, en France et tout ça. Mais je crois que nous avons la capacité, nous en tant que pays, de créer nos propres labels, destinés déjà à notre clientèle interne, à nos consommateurs martiniquais. Ça participe de l'identité. Tout à fait, et qui pourrait effectivement être utile aussi aux visiteurs. Donc je crois qu'il faut entrer dans cette démarche. C'est une démarche qualité en réalité, la labellisation, et puis essayer à chaque fois, rattacher à un terroir, rattacher à une tradition, rattacher à des pratiques saines, des pratiques culturelles notamment, et bien labelliser des produits. Et nous voulons être dans cette démarche au prêcheur. Alors la question peut se poser de savoir, mais vous le dites, mais quand on le fait? Je crois une chose aussi, c'est que nous ne voulons pas précipiter la marche du monde, enfin je plaisante, mais je crois que nous ne pouvons pas aller plus vite. Nous allons au pas au fait des acteurs, parce que c'est avec les acteurs que l'on construit. Il ne s'agit pas pour nous aussi de dire on a la vérité et on vient vous imposer quelque chose. Il s'agit d'instiller comme ça ces éléments. Et peu à peu, on s'aperçoit que les acteurs prennent conscience de cette valeur. Les restaurateurs avec le cochon sauvage, les restaurateurs avec le boyauton, nos agriculteurs, notamment aussi sur un certain nombre d'espèces, notamment des variétés de fruits qui sont en voie de disparition. Et ils sont de plus en plus, ils comprennent
notre souhait de voir labelliser un certain nombre d'espèces, de variétés de mango, par exemple, de mangue rare. Oui, je crois qu'ils l'ont compris. Et ils ont compris aussi parce que c'était dans leur intérêt de le faire, parce que la situation des agriculteurs est de plus en plus critique et de plus en plus difficile, et pris dans cette logique productiviste où on fait que de la tomate tout le temps. Ça donne quoi? Mais ça donne un appauvrissement des sols, ça donne une fragilisation de la plante avec les virus que l'on sait au niveau de la tomate, et ça donne donc des difficultés dans les conditions de production, et ça donne un appauvrissement, puisqu'il y a une baisse du revenu des agriculteurs, un appauvrissement des agriculteurs. Alors que la démarche différente que nous proposons cible une clientèle différente, cible une démarche valorisante pour leur production, donc des produits à forte valeur ajoutée, on tombe, contrairement au cercle vicieux que je décris, dans un cercle vertueux qui aussi aura pour conséquence d'améliorer les conditions de vie de nos agriculteurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc on se retrouve, vous voulez, aux prêcheurs, créer une sorte de niche, de la diversité, de la culture identitaire, en fait, sous toutes ses formes. Agriculture, philosophique, culturelle, etc. C'est exactement ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut en parler. Oui, c'est-à-dire que... Alors, parce que il faut en parler et agir aussi. C'est vrai qu'il faut pouvoir tenir des discours et montrer... Alors, c'est ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire que tenir un discours, essayer de concrétiser aussi avec les acteurs, au pas des acteurs. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, que nous avons une philosophie du développement. Pourquoi? Parce qu'un développement, une vision du développement, ça part d'éléments que nous avons concrets, de l'existant. L'existant prêcheur, c'est quoi? C'est de magnifiques atouts naturels. Nous parlons de capital naturel, nous avons un capital naturel. C'est vrai que c'est contraignant pour un aménageur, pour une municipalité, parce que nous avons des contraintes. Nous avons 2 ZNIEF, zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Nous avons 2 RBI, réserve biologique intégrale. Nous avons un site classé. Ça fait beaucoup de classements, ça fait beaucoup de protection. Mais enfin, nous nous sommes dit, la protection, d'une part, elle est nécessaire, et d'autre part, c'est vrai qu'elle est contraignante, mais en nous appuyant sur cette volonté de protéger, nous pouvons aussi en faire notre force à travers un projet où on valorise la nature, où on valorise une autre relation de l'homme à la nature, où on valorise le savoir-faire de nos anciens, ce que nous avons hérité des anciens. Bref, nous proposons un produit différent, qui représente un produit alternatif et qui peut être, à mon avis, porteur de développement pour non seulement le prêcheur, mais la zone Nord-Caraïbe. Donc c'est la Martinique vraie, quoi. C'est la Martinique authentique, je crois qu'elle... Alors, il n'y a peut-être pas une seule authenticité possible en Martinique. Il y a des Martiniques authentiques, puisqu'il y a des traditions et des pratiques. Ce n'est pas dire que nous ne sommes pas un peuple, une nation, bien sûr. Mais je ne crois pas en la nation uniforme. Je crois que cette nation, ça a forcé sa diversité, même sur un petit territoire. Quand on parle créole de le Nord-Atlantique, on parle créole un petit peu, on se comprend, mais il est un peu différent, ce qu'on appelle les fameuses variations géolectales, c'est le écho, le épi, n'est-ce pas? Eh bien, il en va de même pour les traditions gastronomiques, pour les pratiques culturelles, en fonction aussi de conditions climatiques. Je veux dire, être sous le vent ou sur le vent, pour une côte, ça donne des pratiques différentes, bien évidemment. Et les hommes, chaque fois, s'adaptent à ces réalités géographiques et ça donne les différences. Donc, mais ça ne nous empêche pas d'être à la fois ressemblant et différent. Ouais. En fait, vous aviez le savoir-faire, il vous manquait le faire savoir. Alors maintenant, on va faire savoir ce que nous savons faire. Et je vois que c'est notre volonté, c'est la volonté de la municipalité de se dire au fond, mais en Martinique, maintenant, parce que très souvent, on est confronté à ça. Les gens vous disent, c'est loin, etc. Non. Mais osons regarder notre pays, osons regarder sa richesse, osons regarder sa beauté. Et sa beauté est dans les différences. Et nous disons souvent, et c'est une formule qui résume un peu l'état d'esprit de l'équipe municipale du prêcheur, nous disons souvent, on sait, on nous dit que le prêcheur c'est le bout du monde, mais nous ajoutons... Les paysans du bout du monde. Nous l'assumons, nous sommes le bout du monde, mais nous disons que c'est le bout du monde. Ce mot n'est pas de votre père, Albert Joyot? C'est possible, oui, il le disait souvent, parce que les paysans du bout du monde. Ça n'a pas changé. Donc, mais aujourd'hui, nous disons effectivement que le prêcheur est le bout du monde, d'où commence l'autre monde, car un autre monde est possible.
En belle boutique fleur, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air, sans compter un bon petit penche et puis, à un pays comme ça, c'est le bagaille plus dit, c'est en paradis. Grand bambou penché, flûte en bas là.